Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes absolument ravis que beaucoup d'entre vous soient ici. Nous avons 200 inscriptions pour aujourd'hui. J'aimerais bien mentionner que c'est un webinaire bilingue et que nous avons la traduction simultanée en français et en anglais. Utilisez la fonction d'interprétation bas de votre écran et changez la langue selon ce qui vous convient. Je suis Wodekile Wande, je suis chercheur à l'université de l'UWC. Je suis absolument ravie d'ouvrir cette réunion et j'aimerais à mentionner tous les partenaires qui sont ici et grâce à qui ça a été possible de faire cette réunion. La communauté africaine de practice, l'Université de Western Cape, la transformation sur le genre de l'Afrique pour l'accord de collaboration. Euh, de l'Institut de santé globale de l'Université des Nations Unies aujourd'hui et le lancement du nouveau journal de, qui est produit par la Corte sur la transformation du genre en Afrique, qui produit ceci depuis 3 ans. Nous sommes absolument ravis du travail que tu as fait, qu'on a pu apprendre en tant qu'Africains, pour les Africains, soutenir le travail sur la transformation en matière de genre et la santé reproductive et sexuelle. Nous sommes aussi très contents de pouvoir partager notre travail avec une audience plus large et nos partenaires, l'école de santé publique de l'université. Nous sommes contents aussi de pouvoir avoir les contributions de nos collègues, d'écouter leurs contributions, leurs réflexions. Et juste un petit un rappel du règlement. Éteignez vos micros, sauf si vous êtes la personne qui intervient. Utilisez le chat pour la conversation. Cette session est enregistrée, comme vous l'avez sûrement remarqué, et puis nous distribuons l'enregistrement après sur nos plateformes de UNU et de nos partenaires. Et nous essaierons de répondre aux questions que vous poserez. Le programme va commencer avec la bienvenue et nous aurons une vue d'ensemble du du cadre, puis nous parlerons donc des articles des équipes différentes et puis avancerons avec nos panélistes et puis nous aurons aussi des questions et des réponses, puis la clôture avec partage des impressions. Donc, sans délai, je suis ravie de donner la parole à David O'Brien, qui est leader dans donc du Canada. Euh, Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je suis absolument ravie d'être ici avec vous dans ce webinaire et de pouvoir présenter les auteurs des suppléments et de pouvoir explorer le thème de quelles sont les ressources dont nous avons besoin pour opérationnaliser la transformation en matière de genre en Afrique.
J'ai eu déjà la chance de travailler avec Jetly, que vous entendrez plus tard dans ce programme. Elle a été une de mes collègues qui a conceptualisé ce programme et je suis contente de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'IDRSC, nous faisons partie du programme de développement des affaires étrangères du Canada sur l'innovation et voilà. Donc, nous finançons fièrement cette cohorte et le travail qui a commencé il y a 3 ans. Elle repartagera le processus de recherche et je serai absolument ravie de pouvoir écouter les autres aussi. Mais juste pour vous mentionner un petit peu ce que fait IDRC et l'importance de ce travail, nous pensons que la recherche et les évidences sont importantes, de pouvoir améliorer les droits en matière de reproduction et euh, nous appuyons la qualité des sexes et nous sommes conscients des défis des de l'agenda de transformation et c'est ce qui fait que ces interventions sont très importantes maintenant. Les résultats sont importants, mais aussi les processus de recherche, d'engager, de dialoguer avec les chercheurs, les communautés et de mieux comprendre les obstacles qui interviennent dans le changement, de travailler avec les praticiens et les praticiennes en collaboration. En, le- Lorsque nous tenons compte du soutien qui permet de faire avancer les droits sexuels en reproduction et santé maternelle, Euh, nous faisons attention aussi aux expertises à travers le continent africain. Les contributions que vous allez entendre des experts aujourd'hui permettent de renforcer les recherches qui s'effectuent mondialement. Et je vais donner la parole à Sandra Rabinadam, qui est une chercheuse indépendante pour la revue Health Matters. Elle travaille dans un centre des femmes. À vous la parole. Merci David. Et je suis ravie de pouvoir présenter le panéliste pour la première plénière qui nous donne le contexte de cette session. Notre première intervenante est Kevila Bello, qui Kevi est et chercheur au centre au Bénin et c'est une étudiante doctorante à l'université de Louvain en Belgique. Notre deuxième intervenante sera Aïcha Georges qui présentera des interventions, des résultats clés sur les interventions en Afrique. Et Aisha est chercheur à l'USC du Western Cape et professeur à l'école de santé publique à Johns Hopkins. Notre troisième intervenant est Wode, qui a déjà été présenté. Et lui nous donnera euh, des points sur qui fait la recherche, qui soutient la recherche et quelles sont les implications. À toi la parole, Kefi, pour ta présentation. Merci, je te remercie beaucoup, Daré. Et si je pouvais mettre la diapositive. Euh, Bonjour à tout le monde et c'est un plaisir pour moi de vous parler
je j'aimerais vous dire que l'Afrique est un continent, incroyable et nous ne pouvons pas, nier que les, gens sont là pour travailler pour un meilleur, futur et merci pour le soutien de l'IDRC et nous avons pu, travailler, ensemble et collaborer dans cette collaboration. C'est vraiment quelque chose. Nous sommes vraiment, ravis de la flexibilité d'ADS. Nous avions 6 projets de recherche dans ce travail, à travers, l'Afrique. C'est des projets qui ont travaillé au Burkina Faso, au Malawi, Ghana et en Afrique du Sud et on n'a pas travaillé, seuls en silo, mais ces projets ont collaboré, ensemble, heu que nous avons nommé le projet J'utilise pour l'Afrique. Pour la transformation du genre en Afrique, nous avions plusieurs langues différentes, des systèmes de valeurs différents et nous avons pu travailler ensemble grâce à la bonne facilitation de l'école de santé publique de l'UWC. Vous verrez sur la droite beaucoup des activités que nous avons fait ensemble, des webinaires ensemble, des revues d'articles, des réunions en présentiel. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est le fruit de cette collaboration, donc le lancement du journal. Et nous avons pu partager beaucoup. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ce que je disais, c'est que nous sommes 6 projets, mais ceci est une petite cohorte. Malgré que la cohorte était petite, nous avons pu gérer avec euh, plusieurs féministes. Vous Euh, vous verrez qu'avec la Fiesta féministe, nous avions plusieurs chercheurs africains et universitaires qui sont venus ensemble pour une réflexion euh, sur les approches transformatrices sur le genre en Afrique et comment avancer. Ce travail ne doit pas rester dans la cohorte, mais devrait aller au-delà, surtout avec les valeurs que nous avons en commun pour amener une meilleure égalité des genres, des sexes en Afrique. Comme je l'avais dit, ce supplément est une importante publication et nous sommes vraiment fiers de vous la présenter. Ça commence avec l'éditorial que je vous montre maintenant. Vous verrez aussi une revue exploratoire qui comprend ce qui se travaille, ce qui se fait actuellement sur la transformation du genre en Afrique. Et nous avons aussi plus de connaissances à partager avec vous. Et il y a aussi il y a aussi des manquements sur qui publie et nous avons vu que les voix africaines ne sont pas toujours entendues. Pour pouvoir lever nos voix, nous avons On va 6 papiers qui représentent représenter chaque chaque papier. produit et on Donc, s'est rendu compte que ceci pourrait organiser
en trois thèmes. Donc, il y a la conception, la coproduction, de la transformation en genre et aussi deux articles sur le rôle des intervenants sur le terrain en ce qui concerne la conception et mise en œuvre des approches transformatives et puis deux articles sur l'expérience de l'engagement masculin. Donc, vous allez apprendre plus de ces articles dans ce webinaire. Et puis, on va partager trois points clés et pendant ces années, on a pu avoir des résultats et une compréhension de comment améliorer euh, nos approches. Donc, ce que nous avons appris, c'est que les relations de pouvoir en matière de genre sont multidimensionnelles et à plusieurs niveaux. Il ne suffit pas à implémenter dans un seul niveau. Les travailleurs de santé sur le terrain, on ne peut pas seulement travailler au niveau individuel, sinon aussi travailler avec la communauté et les différents systèmes. Et tant qu'on travaille avec les individus, on a appris qu'il faut aussi effectuer la transformation euh, contextuelle. Et la deuxième chose qu'on a appris, c'est pour identifier des points d'entrée stratégiques et les mécanismes politiques. Euh, En fait, on sait, tout le monde sait que le contexte est important et, et il ne peut pas prendre copier-coller d'un point de vue à un autre. Sinon, il faut avoir euh, il faut trouver du soutien pour faire face au patriarcat et il faut aussi changer nos objectifs. On a aussi appris que pour poursuivre les changements internes et externes sur une longue durée, donc il faut avoir une durée longue. Nos projets doivent être sur le long durée et il faut avoir de l'investissement politique. Et aussi, il faut penser à notre positionnalité comme chercheurs, qui sont aussi, euh, on fait partie aussi de la communauté. Comment est-ce qu'on peut continuer à travailler avec les communautés? Et toutes ces perspectives seront partagées dans euh, tous ces articles. Et on va continuer la conversation. Merci. Merci, Kelly. C'est très intéressant, merci beaucoup. À vous, Acha, à présenter euh, la revue exploratoire. Merci. J'ai hâte de voir qu'il y a plus de 100 participants ici. Et je vais essayer de mettre quelques résultats clés qui vont se lister, que vous engagez avec ces articles. Donc, j'ai beaucoup de chance. Je suis très content de travailler avec une très bonne équipe, et aussi avoir connu beaucoup de nouvelles personnes. On travaille comme équipe et je voulais remercier Tina qui a aussi beaucoup aidé dans cette revue. On a regardé les dernières 10 années jusqu'à, je pense, 2012 à 2022 et sur ce qui a été publié en Afrique du Sud, sur la recherche en Afrique, sur l'approche transformatrice en matière de genre dans le domaine de santé. Et
le travail, ça fait en français aussi. On a travaillé, on a eu une approche d'équipe. Donc, on a vu dans les dernières 10 ans, il y a ou au moins jusqu'à 2022, il y a eu 52 articles sur ce thématique, donc c'est très, très bien. On est très content. Il y a vraiment beaucoup à célébrer, mais il y a quand même des lacunes. Hem, donc qu'est-ce qu'il faut encore faire? Donc il y a vraiment beaucoup de recherches, mais hem on sait que l'Afrique, n'est pas seulement, un continent, mais sinon un continent avec beaucoup de diversité et avec ses, dynamiques, de pouvoir, et c'était très intéressant de voir combien de recherches sortent de l'Afrique du Sud, là où moi je travaille, mais aussi, dans l'Afrique, de l'Est. Et encore un peu australe, mais il y a vraiment peu de recherches dans l'Afrique occidentale et centrale et l'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment peu de recherches, dans des langues non anglophones. Donc, il faut avoir une, diversité. En ce qui concerne les conseils, presque tous, étaient engagés, avec le pouvoir et la transformation du genre, mais ça a été un peu séparé du contexte. Il y avait peu de réflexion sur l'intersectionnalité et peu des chercheurs, ont considéré le point de vue féministe et de la justice. Beaucoup de ces, article avait une, théorie, à base de Raven qui est une chercheuse, qui a beaucoup contribué. Hem, cependant, on sait que ce, champ est vraiment, multidisciplinaire et il y a vraiment moi, je suis de l'Inde et il y a vraiment, pas beaucoup de chercheurs qui sont sortis des contextes, des autres pays. En ce qui concerne les sujets, il y a vraiment beaucoup de réseaux, qui, qui Respe considère la violence à l'égard des femmes ou VIH, mais moins nombreux étaient la santé sexuelle et reproductive et la santé maternelle et infantile. Il y avait rien sur l'avortement, l'infertilité, les menstruations et les dans certaines parties de l'Afrique, peu sur la mutilation, génitale des femmes. C'était aussi, intéressant que la moitié des articles incluaient, les 2 sexes, principalement, c'était une définition binaire, il y a seulement un genre, donc 20 des articles, plus de 20 des articles qui regardaient seulement les hommes et seulement 5 qui, abordaient les femmes et les filles. Donc c'est très intéressant de voir la distribution, beaucoup d'intérêt sur les jeunes, mais, c'est très important, mais la majorité des, article était sur les, perspectives, masculins, langage masculin et la paternité. Hem, peu des articles, heu la majorité était, auto, déclarée et
Ceci, je sais, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, brièvement, euh, les résultats étaient très variés. 27 des articles étaient des interventions. Donc, on a suivi quels sont les résultats dans tous les articles, et ça, on va les publier plus tard. Mais vraiment peu ont déclaré des interventions positives, et si des données étaient autodéclarées sans triangulation. Il y a un tableau qui considérait que 14 des interventions avaient des résultats mitigés, et qui regardaient les complexités liées à la évolution des relations de pouvoir entre le sexe, et que le changement n'est pas linéaire, mais aussi négocié et contesté. Et que ce tableau a vraiment mettait en doute nos pensées, et il y avait des fois des changements euh, là où avec les jeunes filles, mais pas avec les jeunes hommes. Euh, et il faut noter aussi que 5 des articles ont montré des résultats négatifs, parce que ces articles sont très importants parce qu'ils montrent qu'il y a une façade de changement, mais il faut être plus rigoureux avec nos interventions. Maintenant, je passe la parole à Wally. J'espère que ça vous intéresse. S'il vous plaît, regardez l'article pour d'autres informations. Wally, présenter les résultats de cet article dont Acha a déjà mentionné, qui sera intéressant à voir. On va regarder euh, les différents comment en Afrique du Sud, euh, la majorité des articles sont sortis de euh, l'Afrique orientale, pas de l'Afrique centrale, et il y a très peu qui sortent de l'Afrique de l'Est. Et vous pouvez là voir la distribution. Beaucoup des articles sont sortis de l'Afrique du Sud, euh, qui sont pertinents pour l'analyse. Et si vous regardez la carte à droite, vous pouvez voir que toutes les études sont sorties de l'Afrique. Euh, et hum, la majorité sont faites en l'Afrique du Sud. Euh, mais si on considère la distribution des auteurs, euh, en ce qui concerne les auteurs, vous pouvez voir que c'est vraiment biaisé. Il y a seulement 33% euh, sont du continent, et le reste sont les États-Unis, et aussi de l'Europe et l'Asie. Euh, 42% des auteurs sont du continent, mais euh, 2,9 sont aussi les États-Unis. Donc, euh, si ça c'est en ce qui concerne les rôles clés. On a aussi regardé les auteurs qui font partie de ces articles. À gauche, vous voyez, il y avait 200 euh, auteurs qui ont participé.
et on a regardé leurs affiliations institutionnelles et deux tiers euh, sont affiliés à l'Afrique ou des différents. C'était une minorité. Et à droite, en ce qui concerne le financement local, on a vu que on a trouvé 85 qui déclarent leur financement. Et ici aussi, la distribution était euh, qui vient des pays avec plus développés et euh, moins de 10% était du financement Afrique, financé par l'Afrique. Et donc, euh, on a tout ça considéré dans notre fiesta féministe. On l'a parlé, discuté et vu quels sont les différents moteurs de ces différences et si cela a différent de leur production de connaissances locales. Et ceci sont des suggestions qu'ils ont présentées euh, et pour les différentes raisons pour ces écarts. Donc, donc, au niveau national, régional et local, et aussi mondial, euh, ils ont noté que l'idée générale, c'était qu'il faut avoir euh, l'autorité locale pour avoir un impact à longue durée et c'est central à avoir une partenariat plus équitable avec des institutions euh, et aussi un peu changer le vue vers ce qui est important au niveau local sur le continent. Merci, Walter. Et maintenant que vous avez tous écouté, on passe maintenant la parole à Asha qui va présenter les autres. L'autre, euh, je sais qu'il y a beaucoup à partager, mais on veut écouter de tous les collègues. Donc, on va avoir des présentations ensemble. On va commencer avec la co-production et la co-conception des interventions sur le terrain. Il y a beaucoup d'idées que quelles sont les tensions et qu'est-ce qu'on a appris sur la co-création. On va passer la parole à Jimson qui travaille avec l'université en Nigerie et Warren Wallace qui est une chercheuse à York University qui a été à diriger cette Là où elle a vécu pendant travail plusieurs au années Ghana, et mais vient de elle passer à vient euh, de s'installer au Canada, mais elle a travaillé longtemps au Ghana. Elles vont présenter sur ce thème, puis nous aurons l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre. Maintenant, la parole à Tunisa. Merci, merci Acha, merci à tout le monde. Donc, Lorraine et moi, nous allons intervenir sur ce que nous avons appris. Le titre de nos articles, c'est créer un agenda, des informations
transformative sur le genre pour les adolescents dans leur santé mentale, sexuelle et reproductive et l'influence du contexte par les acteurs, euh, ins- ainsi que de mettre en pratique des actions d'apprentissage pour la communauté. Pourquoi avons-nous effectué ce travail? Je pense que Acha a déjà expliqué que souvent on pense que la co-création, la coproduction est très bonne et importante. Et par contre, il y a toujours des questions à gérer. Donc, dans les interventions pour la transformation sur le genre, hein, et particulièrement lorsqu'il s'agit des jeunes et surtout en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé mentale des adolescents. C'est très important d'avoir des approches de co-conception pour que que tous les acteurs soient impliqués dans la mise en place de l'étude dès le début, qu'ils ne soient pas impliqués à la fin, mais dès le début. Mais l'utilisation de ce type d'études a été limitée et même lorsqu'il s'agit d'interventions, ceux-ci ont été limités dans le contexte d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a eu très peu de cette partie-là de l'Afrique et donc c'est une des raisons pour laquelle on a commencé ce travail pour pouvoir décrire le processus et ce qui résulte des interventions. En Nigeria, nous utilisons un apprentissage d'action pour améliorer la santé et nous examinons les relations entre le contexte, les positions des acteurs et les processus de co-création ne- pour travailler avec les adolescents, mais travaillons aussi avec des interventions de santé mentale. Maintenant, je donne la parole à Lorraine, qui nous parlera des leçons apprises. Merci. Donc, euh, comme nous l'as dit, notre travail était assez important parce que il permet de briser l'écart dont Acha et Wodé ont parlé tout à l'heure, hein. Donc, c'était un bon processus pour avoir une diapositive euh, collaboratrice parce que nous avons donc trois pays anglophones et francophones. Nous avons vu beaucoup de similarités dans nos contextes, par exemple avec le Nigeria, pour pouvoir travailler ensemble sur la co-conception. Et donc, nous avons mis ensemble euh, ce que nous avons appris pour comprendre le contexte, les parties prenantes. Et donc, nous sommes rendus compte que nos projets travaillaient tous les deux avec des adolescents, mais souvent, les jeunes ne sont pas impliqués dans la conception des programmes et que c'était absolument nécessaire de changer cette approche. Et nous sommes aussi rendus compte que dans nos deux cas, les droits sur la santé reproductive visent les femmes et les filles, mais il faut aussi engager les garçons et les hommes sur la santé sexuelle, hein, et parce que souvent ils se sentent assez exclus. Il faut savoir inclure les autres acteurs, hein.
des interactions avec d'autres qui ont aussi d'autres soucis. Donc, par exemple, la question de santé mentale. Vous avez vu donc des synergies lorsqu'il s'agit du mariage des enfants, des questions de dépression et tout. Donc, nous avions aussi été confrontés à des normes socioculturelles conservatrices et les gens étaient souvent beaucoup plus durs sur les femmes et les filles que les hommes et les garçons. Nous avons vu des différences aussi. Donc, par exemple, au Ghana, on a travaillé sur l'éducation et des parties prenantes dans le secteur de l'éducation. Nous avons vu beaucoup de conflits dans les programmes lorsqu'il s'agit de la santé, où ils étaient plus libéraux que le secteur de l'éducation. Là, ça revenait de nouveau la question sur comment travailler ensemble, comment co-créer ensemble. Au Niger et au Burkina Faso, il y avait aussi une sorte de manque de confiance vers les acteurs externes. Et donc, nous devions être réflexifs et comprendre l'histoire qui a été vécue. Il y avait aussi des questions et des valeurs non comprises sur la communauté LGBTQ et donc dans les 2 papiers, nos 3 heu, pays, heu nous avons vu aussi des questions de relations de pouvoir avec les intervenants sur le terrain et la prochaine diapositive. À toi la parole, Chinsa. Donc, ce que nous avons appris sur les approches de transformation du genre. Donc, ce que nous avons appris, c'est que c'est un contexte très controversé dans nos contextes d'Afrique de l'Ouest, où nos normes sont parfois assez conservatrices. Et donc, il nous faut des normes qui changent un peu les rôles et les relations de pouvoir. Et donc, malgré que l'approche soit très bonne, si l'approche vient toute seule, ce sera pas assez et on va euh, être mal perçu. Les gens pensent qu'on veut leur parler de la communauté LGBT et que ça fait pas partie de la culture et ces gens se plaignent. Alors, il faut approcher les gens avec l'idée de la co-création et d'impliquer les jeunes, les leaders de tout le monde pour construire une confiance et un rapport, leur permettre de se sentir à être vraiment des collaborateurs. Donc, les groupes d'action de conception ont même aidé les membres à mieux réfléchir et d'identifier euh, des stratégies qui permettent de transformer la question de genre et qui peuvent devenir réalisables et de travailler sur leurs idées préconçues. Les, la collaboration avec la collaboration entre entre le personnel sanitaire et les leaders de communauté était très importante aussi parce que parfois il nous attaque lorsqu'il s'agit de parler de contraception et d'offrir des services à des jeunes.
et donc pouvoir avoir le soutien de la communauté pour donner des services a été très important. Donc, nous avons eu nous avons eu beaucoup de réunions qui ont pris beaucoup de temps pour avoir développé la stratégie. Et c'est important de développer des stratégies qui préviennent la fatigue des participants parce qu'ils doivent développer beaucoup d'outils, euh, la prestation de services dans leur communauté est aussi très importante. Donc c'était en fait quand même beaucoup d'activités. Donc Laurel prend la parole. Donc lorsqu'il s'agit du Ghana, comme je l'avais dit avant, c'était très important pour nous de travailler sur la cartographie et nous avons pris la bonne approche. Et c'était important de continuer à engager les membres de la communauté pour construire la confiance et aussi de pouvoir leur montrer que nous étions conscients de leurs soucis. Le travail au Ghana, mais aussi au Niger, là, nous avons utilisé des outils pour la co-création, dont un était de pouvoir dessiner, qui permettait de discuter des problèmes assez complexes, mais sur lesquels les personnes ont pu discuter de manière assez nuancée. Et ces approches ont été bien menées. Maintenant, la prochaine diapositive. Donc, voilà, c'est de nouveau moi et donc ce que nous allons faire pour pouvoir avancer, nous avons correctement implémenté euh, des actions d'apprentissage. Nous avons des activités qui sont continues, mais nous avons inclus les gouvernements locaux, ce qu'on appelle les superviseurs de santé dans les districts. Et lorsqu'ils voient que quelque chose marche dans la communauté et que tout le monde s'implique, alors le gouvernement a aussi décidé de former d'autres personnes sur comment identifier euh, les personnes, inclure les hommes pour l'engagement masculin. Nous avons aussi euh, travaillé sur euh, au niveau national et local. Et la semaine prochaine, nous commençons un dialogue national. Et nous aimerions encourager tout le monde à voir que c'est une façon excellente de commencer avec les approches sur la sexualité, la santé sexuelle et reproductive. Les interventions sélectionnées au Ghana étaient pour le développement des dirigeants. On pourra en parler plus tard. Mais nous avons effectué ce travail avec des adolescents qui ne sont pas au travail, hein, qui ne sont pas à l'école, mais pour l'instant, l'équipe est en train de tester ces interventions dans les écoles. Il y a nous sommes aussi en train d'élaborer un manuel pour les animateurs.
Aussi, nous avons travaillé ensemble sur un manuel pour les adolescents, le bien-être et les santé sexuelle et reproductive et les questions propres aux adolescents. Et nous aimerions le propager à plus grande échelle et nous aimerions beaucoup avoir une discussion avec tous. Merci Lorraine et tous les hommes. Je sais qu'il y a beaucoup à partager. Nous avons deux questions, des points de clarification, mais aussi des questions pour tous les panélistes. Si vous voulez les incorporer à la fin de votre présentation, euh, Barbara nous a demandé si nous avions des euh, aspects déjà prévus à explorer ou si nous avions décidé d'adapter quelque chose de nous-mêmes sur la Nassif Sato, est-ce que ta question est pour tous les collègues sur l'Afrique de l'Ouest pour question donc la question était d'un plus grand nombre de femmes qui portent le voile. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé? Et qu'est-ce que ceci signifie? Je ne sais pas, Chinosom, si vous avez une opinion à ce sujet, et puis nous passerons vite aux autres panélistes. Mais je voulais prendre une petite pause. Il y avait aussi d'autres auteurs qui ont travaillé en collaboration en ligne, donc tout le monde peut répondre. Donc pour la première question, dans le contexte Nigeria, nous avons mis en place le cadre Rogers sur l'agenda transformatif et les principes de ce cadre sont ceux que nous avons utilisés pour la formation du personnel sanitaire et lorsqu'il s'agit de l'évaluation. Merci Aïcha pour votre aide. Le cadre que nous avons utilisé était pour l'implémentation de la recherche et un essai hybride qui, donc nous avons utilisé un cadre pour accéder aux interventions qui nous permettent de voir la qualité de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Nous, il y avait des clés telles que l'acceptabilité. Est-ce que cette intervention peut être acceptée par les parties prenantes? En rapport avec le hijab, c'est qu'au Nigeria, euh, est assez complexe. Et lorsque nos interventions ont été implémentées dans le sud-ouest du Nigeria, nous n'avions pas de problème, enfin la question des problèmes qui portent le hijab et en fait la religion peut être un petit peu sensible, que ce soit l'islam ou la foi chrétienne, où les gens pensent que lorsque nous donnons des contraceptifs à des jeunes, c'est que nous essayons euh, de mal les influencer. Voilà, je vous remercie. Donc, il y a d'autres questions et je vais taper dans le chat.
S'il y a d'autres personnes dans la collective, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc si vous voulez répondre dans le chat, euh, merci Elsa pour tous ces détails. On a deux articles qui ont travaillé aussi étroitement avec la réalité de les professeurs et les travailleurs à Malawi. Comment est-ce que eux, ils naviguent ou gèrent la transformation du genre. Donc, on passe la parole à notre collègue Wagner, qui est de Nakosa, de Nicosa. Elle est une gestionnaire de sous. Elle travaille aussi euh, dans l'HIV, l'Afrique australe et aussi Witness, qui est un chercheur à l'université de Malawi. Alors, vous avez 10 minutes. Euh, et puis, on répondra à quelques questions. Merci. Donc, merci à Sean. Merci aux collègues pour l'opportunité de présenter. Donc, comme Acha a dit, on va travailler des intervenants sur le terrain, sur les soutiens des approches de transformation du genre en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, moi, je travaille le titre de l'article. C'est écoutons les animateurs, expérience d'animateurs pairs dans le cadre d'un travail sur l'égalité des sexes auprès d'adolescents et de jeunes hommes au Cap en Afrique du Sud. Donc, c'était un projet collaboratif entre le CRDI et aussi l'école de santé publique à l'université de le Cap Oriental. Et aussi NACOSA, c'est une organisation privée qui travaille en Afrique du Sud. Et l'un des partenaires, c'était Hope Africa, qui était le troisième collaborateur. Witness, à vous. Alors, merci beaucoup, collègue. Donc, merci à tout le monde qui fait partie de ce grand projet. Donc, à Malawi, on a un article avec le titre Donner aux agents de santé communautaire de Malawi les moyens de dispenser aux mères adolescentes une formation aux compétences de vie tenant compte des questions de genre afin de leur permettre de surmonter l'exclusion sociale. Donc, nos partenaires étaient la APHRC, aussi le Centre de recherche sociale à l'Université de Malawi. On va promouvoir un projet euh, qui a aidé à publier cet article. C'était financé. Euh, ok. Euh, on a aussi les partenaires du centre recherche et aussi le CRDI, et donc la mission de justice, et c'était financé par le CRDI Canada. Donc peut-être, Colline, vous pouvez passer. Donc pourquoi ce travail a-t-il été effectué? Voilà. L'Afrique du Sud est confrontée à des inégalités profondément enracinées et de masculinités néfastes façonnées par l'héritage colonial et l'apartheid. Et les pères facilitateurs, en tant que facilitateurs de première ligne, ont le potentiel de implémenter des compétences liées à la santé et droits sexuels et productifs. Et avec le My Journey projet qui s'est appliqué en Afrique du Sud.
Et l'étude visait à explorer les réalités vécues par les facilitateurs masculins et à évaluer comment un TGA peut être mieux intégré dans leur travail avec deux interventions. Euh, L'un qui s'appelait One Youth Can et l'autre Skills Guys. Donc, on a employé ces deux programmes pour voir comment on peut intégrer TGA à ces espaces. Puis après, Witness. Donc, merci beaucoup. Euh, de notre côté à Malawi, je mentionnais que euh, on a beaucoup de problèmes avec les mères enceintes, adolescentes. Donc, quels sont... vous pouvez voir que c'est un grand, grand problème à Malawi, et qui montre que les mères adolescents, c'est très difficile à travailler avec eux. Euh, quand elles ont peu d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive à raison des croyances culturelles et religieuses. Surtout selon eux qui doivent prouver ces services. Et il y a une exclusion sociale de ces mères et ça a des répercussions négatives sur elles, sur leurs enfants et leurs familles parce qu'ils sont exclus des services de santé et aussi des services de soutien social. Éducation aussi. Donc, ça veut montrer qu'ils peuvent pas accéder à une éducation ou euh, ils ont pas accès à ces services. Et puis, euh, ce qu'on appelle disease control, et c'est eux qui doivent répondre aux besoins de ce groupe et c'est eux qui sont responsables de promouvoir les services de santé et c'est eux qui sont vraiment sur le terrain. Mais à base, par les normes sociaux, il décide de ne pas donner ses accès à ces services. Donc, ceci stimule une discussion qu'on a considérée dans cet article d'examiner les perspectives des travailleurs sur le terrain pour effectuer des projets plus efficaces et pour soutenir leurs compétences pour euh, adapter au genre pour les mères adolescentes. Donc, qu'avons-nous appris sur l'ATG? Merci. Donc, qu'avons-nous appris sur l'ATG? Euh, donc, en Afrique du Sud, on va parler des défis contextuels et aussi des questions relatives au programme d'études et aux capacités. Donc, en ce qui concerne les défis contextuels, les facilitateurs interviennent dans des communautés très violentes, touchées par les gains, où le traumatisme et les normes patriarcales font partie du quotidien de nombreux adolescents et jeunes. Les expériences vécues communes aux animateurs, pairs et aux participants contribuent à instaurer la confiance, mais aussi exposent également les animateurs à une tension émotionnelle. Ce qu'on a appris dans les programmes d'études et capacités, les programmes clés CLES des deux interventions étudiées sont rigides et il limite euh, euh, la organisation des propriétés intellectuelles et limite leur adaptation au contexte.
Euh, et puis, des éléments potentiels de TGA varient considérablement dans leur mise en œuvre, de l'approche neutre à l'approche transformatrice. Dr. Tanya Jacobs, ils ont mis en œuvre le TGA et ils ont regardé chaque partie et suivant les animateurs se sentit mal préparés, en particulier sur le sujet tel que l'orientation sexuelle et la lutte contre l'homophobie. À Malawi, ce qu'on a compris, c'est que les mères adolescents ont mal à accéder à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité en raison des attitudes et jugements de la communauté des travailleurs de santé, euh, à raison aussi des croyances. Euh, Ces travailleurs reçoivent 12 mois de formation, mais et cependant, ces 2 mois de formation ne suffit pas pour traiter de manière exhaustive les questions d'attitude et de croyances qui peuvent affecter la qualité de soins fournis aux clients ou clientes. Euh, donc, comment peut-on sensibiliser les travailleurs de santé euh, euh, pour pour améliorer la qualité du soin qu'il donne. Donc, on a formulé 2 interventions. Euh, donc, une sensibiliser les travailleurs aux questions sensibles liées au genre, au sexe et la sexualité. Euh, et ça qui leur permet de mettre en œuvre des interventions sans jugement ni préjugés personnels et aussi pour aborder des thèmes qui mettent en évidence les disparités qui affectent les expériences spécifiques des femmes et des adolescents en matière de grossesse et de sexualité. Donc, ça va les aider à euh, donner voilà, euh, d'intervenir de façon mieux. Puis aussi le TOT qui va doter les travailleurs de connaissances et compétences pratiques nécessaires pour aider les maires de leur communauté à prendre des décisions éclairées sur différents aspects de leur vie afin d'obtenir des meilleurs résultats. Et ça, on a aussi euh, cette inversion viser les causes profondes des préjugés et des discriminations liées au genre. On a aussi vu que le TGA a potentiel de faire évaluer les mentalités en remplacement les jugements, la stigmatisation par des attitudes plus solidaires et compréhensives. Le cours de TGA a aidé les travailleurs à prendre conscience de leur rôle et à changer leur attitude envers les mères adolescentes, ce qui a permis d'améliorer la qualité des soins et des soutiens dont bénéficient les mères adolescentes, créant ainsi un environnement plus inclusif et plus équitable. L'intervention a permis aussi de comprendre et d'apprécier l'intérêt d'inclure des éléments de transformation de relations entre les sexes dans la formation des travailleurs éventuels et d'autres acteurs qui interagissent avec les adolescents. Merci. Donc, pour la fructicide, les 2 choses qu'on a appris, c'est que la complexité du rôle de l'animateur et aussi les masculinités intériorisées. Donc, sur la complexité, ces animateurs jonglent entre plusieurs rôles, donc celle de recruteur, menteur, d'éducateur aussi. Euh, Ils ont eu des problèmes de contraintes de temps et les objectifs de performance du programme MyJourney qui nuisent l'engagement profond des participants. Et c'est euh, malgré ces difficultés, euh, donc malgré les difficultés des animateurs
ont fait preuve d'initiative en intégrant intersectionnalité et favorisant des discussions inclusives. Pour les masculinités intériorisées, les facilitateurs eux-mêmes sont confrontés à des normes de genre néfastes, doivent jongler entre deux identités, euh, et la masculinité positive dans les sciences et, versus la masculinité hégémonique dans leur communauté. Donc, ceci, c'est une tension pour les animateurs. Euh, Witness? Merci. Donc, c'est quelle est la prochaine étape? Donc, à base de ce qu'on a vu dans notre article, afin de lutter contre les normes de genre profondément enracinées et les injustices structurelles, les ministères de santé pourraient envisager euh, d'intégrer des ateliers euh, et pour améliorer la qualité des soins prodigués aux mères adolescents. Et- mais ces croyances enracinées sont vraiment difficiles à changer. Cependant, c'est élémentaire à changer euh, les croyances et il faut travailler avec les différents acteurs et les autres qui prouvaient des qualités de soins, des soins aux mères. Et, euh, pour les recherches futures, euh, il faut examiner si des interventions similaires peuvent être étendues à d'autres acteurs du système de santé et aussi aux dirigeants communautaires, aux parents et aux jeunes, euh, ce qui pourrait s'avérer utile pour orienter les mesures visant à favoriser un changement social plus large. Euh, Merci beaucoup, Witness. Donc, pour l'Afrique du Sud, quelle est la prochaine étape? Les recommandations sont d'investir dans le renforcement des capacités, les mentorats de manière durable et reconnaître les expériences vécues par les facilitateurs comme étant fondamentales pour le TGA. Il faut adapter les programmes aux réalités locales. Il faut institutionnaliser des politiques favorables au debriefing et à la supervision et bien-être des animateurs. Il faut plaider en faveur d'un financement à long terme et d'un changement systématique pour soutenir l'objectif de transformation. Pour les recommandations de recherche future, il faut explorer plus en profondeur les points de vue des animateurs et aussi étudier comment les systèmes de pouvoir intersectionnels façonnent la socialisation des genres et la masculinité. Donc, merci aux collègues. Euh, je pense que vous avez capturé des résultats très importants et qui peuvent aussi impliquer notre future intervention et, et je pense la réalité contextuelle en Afrique du Sud est vraiment pertinente et il faut travailler avec eux et aussi parler sur les différentes euh, problème. Et je vais encourager aux collègues à mettre des questions dans le chat et puis on va passer directement aux prochaines euh, à notre autre collègue sur l'engagement avec l'engagement masculin. Euh, et puis j'encourage aux autres à mettre vos commentaires dans le chat. Et donc, on a maintenant deux projets. Euh, Dr Naou, qui est aussi Dr Abdul Manou.
qui travaillent avec Great Africa, qui vont refléter sur l'engagement masculin. À vous. Et bonjour tout le monde et merci beaucoup Acha. C'est un plaisir pour nous de présenter en français la synthèse de nos travaux. Je rappelle que notre groupe avec Matt et les collègues au niveau de la Gambie, la Société pour l'étude de la santé de la femme et d'autres collègues au niveau de l'Université de Toronto ont travaillé sur la promotion de la participation des maris sur la préparation de l'accouchement et des complications dans le contexte de la Gambie et les implications qu'on peut tirer en termes de transformation de genre. Au Niger, nous avons travaillé avec des collègues, notamment de GRAD Africa, qui est le groupe de recherche et d'action pour le développement, mais aussi d'autres partenaires locaux, en l'occurrence l'association des sages-femmes du Niger, mais aussi avec le gouvernement à travers les directions de la santé. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'examiner comment on peut transformer et intégrer les normes de genre, y compris les pratiques sociales dans la promotion de la santé maternelle, grâce à l'engagement des hommes. Je pense que nous allons faire économie de la première slide. On peut partir directement sur la deuxième slide sur pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. Slide, please. Pourquoi nous faisons ce travail? Je pense que dans le cas du Niger, ce travail répond à deux défis majeurs. Le premier, c'est la faible utilisation des services de la santé de la mère et de l'enfant, y compris les services de la planification familiale. Et tout simplement parce qu'il y a une faible participation des femmes à la gestion de leur vie reproductive. En 2021, il y a eu une enquête nationale qui a montré que 67% des femmes ne sont pas impliquées dans la gestion de leur vie reproductive. Ça fait quasiment 8 femmes sur 10 pour qui c'est les maris qui décident quand il s'agit de leur question de santé. C'est beaucoup, mais de l'autre côté, nous avons conduit une review globale de la littérature de l'implication des hommes et il ressort que finalement, les hommes, ils sont associés comme des alliés, c'est-à-dire des gens à qui on fait recours pour aider les femmes ou pour permettre les femmes de prendre certaines décisions. Mais dans le cadre de ce travail, notre objectif, c'est vraiment de réexaminer les modalités de participation des hommes. Comment faire pour aller au-delà de la simple association ou de la simple implication pour responsabiliser vraiment les hommes à identifier et à transformer les normes qui sont gênantes ou qui entravent l'accès des femmes aux services de santé et y compris les services de la planification familiale. Je vais laisser la parole à Matt. Matt, over to you. Merci beaucoup, Nolou. Et la présentation que je vais faire aujourd'hui fait partie d'un projet plus large qui a été implémenté en Gambie et Ghana, mais je vais surtout me concentrer sur la Gambie, dont le travail a porté sur la promotion de la participation des maris. euh, et à la gestion des complications. La Gambie est une société très patriarcale et on dit que les hommes décident où les femmes peuvent se soigner, mais il y a très peu de participation des hommes sur euh, à la naissance du bébé. Et donc, nous avions l'intention de
aider à transformer la participation des hommes pour la préparation à l'accouchement. Thank you. Ce que nous avons fait de manière globale dans le contexte du Niger, j'essaie d'abord d'explorer les normes sociales et de constater que finalement, dans le contexte du Niger, l'image de l'homme dominant, de l'homme fort qui assure la prise de décision, qui prend en charge la famille, elle est toujours présente, cette image. Et c'est aussi une image qui est prédominante du fait de non seulement de la religion, mais aussi de la tradition, qui continue à perpétuer les systèmes de domination en matière de prise de pouvoir, en matière d'occupation de l'espace communautaire, aussi au niveau social, en matière de gestion des communautés, de gestion de la société. Cependant, lors de nos travaux, il est apparu qu'il y a une certaine marge de manœuvre pour les femmes. Justement, des marges de manœuvre en matière de la décision d'utilisation de méthodes contraceptives. Et de nombreuses études l'ont montré, les femmes arrivent à prendre certaines décisions à l'issue de leur mari. Et, quel que soit le niveau de la domination au niveau social, il y a toujours au niveau individuel des marges de manœuvre où la femme peut prendre certaines décisions à sa guise, mais aussi en matière de pratique de certaines activités génératrices de revenus et surtout en milieu rural, dans la mesure où ces activités n'empiètent pas aux responsabilités traditionnelles pour la femme, puisque la même démarche a montré que la place de la femme pour la plupart des personnes au niveau du milieu rural, c'est toujours à la maison, s'occuper des enfants et de la maison et ainsi de suite. Donc, ce que nous avons fait, c'était de mettre en place des groupes que nous appelons les groupes d'analyse sociale et action. Ce sont des groupes qui permettent aux hommes de réfléchir ensemble, d'identifier les normes qui entravent l'accès aux services de santé pour les femmes et après d'identifier quelles sont les normes qui sont possibles d'être changées au niveau des communautés. Et une fois que ces normes ont été identifiées dans l'ensemble des villages d'intervention, les hommes ont été appelés à concevoir des plans d'action. Et donc, ce sont des plans d'action qui sont autonomes, qui sont rédigés au niveau des communautés et qui ont été mis en œuvre par les hommes. Et c'est toute la spécialité de notre approche de responsabilisation. Plutôt que d'apporter la solution, c'était aux hommes, euh, et y compris des groupes aussi avec les leaders religieux et les leaders communautaires, de réfléchir ensemble, de dire que bon, voici la situation, qu'est-ce que nous pouvons faire et mettre en œuvre ces plans. Et c'est la stratégie globale du projet. Mais bien sûr, en amont, il y a eu une formation pour les hommes pour savoir comment bien utiliser les outils de l'analyse sociale et action. Over to you, Umat. Donc, pour promouvoir la participation des maris sur l'accouchement, nous avons aussi travaillé avec un outil qui était mais en déant les normes qui prévenaient qui empêchaient les hommes de pouvoir s'impliquer dans la paternité, les signes de la grossesse pour les hommes et pour les femmes. Donc, avec cette formation qui a été effectuée euh, pour pouvoir
limite pour pouvoir gérer avec les normes patriarcales qui empêchaient les hommes de pouvoir s'impliquer. Voilà, merci. Les leçons que nous avons apprises, je pense qu'on peut citer principalement trois leçons apprises. La première des leçons, c'est l'importance de la dynamique de groupe. S'il faut transformer les pratiques sociales et inverser les rapports de genre, il faut obligatoirement une dynamique de groupe parce qu'en général, ce sont des pratiques et des normes qui sont valables au niveau communautaire et non au niveau individuel. Et donc, la dynamique de créer des groupes de hommes et des leaders qui réfléchissent ensemble a permis vraiment de faciliter l'évolution des rôles masculins et de permettre une liberté et une participation accrue des femmes pour l'accès aux services de santé. Et la deuxième leçon, c'est d'abord que la responsabilisation est naturellement meilleure qu'une implication. Il y a toujours une différence. En anglais, les termes engagement, empowerment ont des connotations différentes. Mais par responsabilisation, nous entendons de donner aux hommes les moyens de penser et d'agir librement, de mettre en valeur leurs apprentissages, leur savoir-faire de leur communauté pour déclencher une transformation durable des rapports de genre. Et la responsabilisation peut être une porte d'entrée si on cherche à changer de manière durable les normes sociales. Et la troisième leçon, c'est l'importance des leaders communautaires. En général, les changements sociaux, ils arrivent soit par euh, apprentissage social, soit par l'influence sociale. Et en mettant les leaders communautaires en avant, on a une grande impulsion de l'influence sociale, c'est-à-dire les hommes qui sont vus comme des modèles quand ils agissent, on a beaucoup plus de chances aussi de mobiliser les autres hommes au niveau des villages et globalement au niveau de la société, mais aussi en termes d'apprentissage social, de travailler avec les hommes qui ont un certain niveau de pouvoir. Ils sont les plus aptes à déclencher cette transformation, on va dire plus globale au niveau de la société, mais le temps nous dira quelle sera la durabilité de cette transformation. Une chose, c'est l'échelle, mais une chose, c'est aussi la durabilité. Voilà, over to you, Matt. A slide, please. Donc, ce que nous avons appris dans le cas de la Gambie, c'est que malgré que nous avons des modèles de transformation sur le genre, nous devons aussi être conscients des limites sur les hommes et des maris qui pensent pas pouvoir participer dans l'accouchement, la grossesse. Et donc, c'était évident que la responsabilité des hommes sont des facteurs qui limitent leur participation dans la formation. Et il y a aussi des responsabilités sociales qui sont conflictives lorsque, par exemple, les responsabilités qui sont basées sur le genre, donc aussi pour les hommes. Donc, tout programme de transformation euh, permet d'équiper, de promouvoir les maris aussi dans la santé maternelle. Et il faudrait donc faire attention aux responsabilités sociales des hommes qui peuvent être conflictuelles. Et il faut donc faire attention
à travailler sur la promotion des hommes, mais aussi promouvoir les femmes, parce que nous avons vu que certaines femmes ne veulent pas la participation des hommes en rapport à la grossesse et l'accouchement. Donc, votre objectif est de promouvoir la femme. Donc, nous avons appris ce genre de leçons et nous utiliser les leçons que nous avons apprises sur la sur la transformation du genre, hein, avec des normes patriarcales en rapport aux questions d'égalité de sexe. Donc, et juste, j'aimerais rajouter avant que nous intervienne que la prochaine étape, c'est que nous voulons améliorer la santé mentale aussi dans le contexte de santé maternelle et de travailler avec des interventions de santé pour la communauté, de travailler dans ce contexte-là avec les mêmes approches de transformation du genre et pour la participation des maris. Merci, c'est à toi la parole, Nolou. Thank you, Matt. Pour les prochaines étapes, dans le cas du Niger, je rappelle que grâce à ce soutien de CRDI, nous avons travaillé dans 24 centres de santé. Nous avons visité 24 communautés dans lesquelles nous avons mis en place des groupes de réflexion et d'action qui fonctionnent. Je pense qu'en termes de prochaine étape, c'est de pouvoir suivre et promouvoir la dynamique des groupes de réflexion, de voir jusqu'où la sustainabilité ou on va dire la durabilité de ces groupes d'intervention qui vont travailler et comment ça peut se maintenir de manière indépendante au niveau des communautés. Je pense que cet aspect de durabilité, c'est assez important quand on parle des approches transformatrices de genre. Les approches les plus réussies sont celles qui sont capables de continuer à perdurer au-delà de notre période d'intervention. Et le deuxième point, c'est de promouvoir l'approche par le couple. La question de la santé reproductive, jusqu'à présent, on a travaillé avec les hommes sur l'importance d'accompagner les femmes, de leur accorder le droit, de les accompagner vers les services de santé. Mais comment promouvoir cette dynamique de couple de sorte que les hommes aussi peuvent être impliqués non pas en tant qu'accompagnateurs ou bien des gens qui permettent aux femmes d'accéder, mais aussi en tant que bénéficiaires des services de santé de la reproduction. Puisque finalement, quand on regarde les responsabilités en termes et d'accouchement, de la prise en charge de l'enfant, les hommes aussi ont une grande responsabilité et les coûts aussi sont engagés de la même manière, peut-être même de manière déséquilibrée quand ça arrive à la prise en charge de la grossesse. Donc, je pense que ça, c'est une manière de voir. Il y a déjà des expériences en cours sur les écoles de couple où les questions de la santé fondamentalement doivent être discutées entre le mari et la femme de manière conjointe. Et je pense que ça peut améliorer cette idée de responsabilisation et de transformation des équilibres de genre que nous promouvons. Voilà, je pense que c'est globalement ce que nous tenons à partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdul et Matt. Je pense que c'était très important de réfléchir sur ces changements. Nous avons demandé aux collègues de mettre des réponses dans le chat, pour les questions et réponses. Et nous allons
écouter les réponses des autres collègues qui vont parler de leurs propres réponses. Puis je donnerai la parole à Joanna qui donnera la parole à Tania. Donc, merci beaucoup et je suis impatiente d'écouter Joanna. Et avant de passer au panneau que je vais euh, diriger, mais je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour vraiment apprécier les grandes recherches, tout le travail que ça fait dans toute cette recherche et tous ces articles. C'est vraiment un grand travail et très riche et très détaillé. Et j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps pour vraiment discuter avec les auteurs. Et il faudra, oui, prendre une petite pause pour changer de idée. Je vais partager euh, la parole avec quelques participants et on va parler du futur et, euh, et aussi aux résultats des différents articles. On va considérer les différentes approches. Et sur ce panneau, on a Friday au Konofua, qui est le professeur de gynécologie à l'université de Bénin. Friday est aussi le euh, fondateur du journal. On a aussi Stella Bossir qui est directrice de euh, l'Institut. On a aussi Chatali Sina qui est chef à l'IRDC, qui a aussi euh, aidé beaucoup avec la présentation d'aujourd'hui et aussi Faith, une fille qui est aussi gestionnaire à l'Institut de la prévention euh, de maladies en Afrique. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour les questions, mais je vais essayer de combiner quelques-unes questions que j'avais et je vais inviter aux intégrants à donner leur opinion. Donc, quel est l'état en Afrique euh, si euh, peut-être sur aujourd'hui, euh, aussi lié pardon, à la recherche aujourd'hui et aussi euh, l'investissement euh, dans la recherche sur les genres. Peut-être qu'est-ce que vous pensez peut-on faire pour remplir les lacunes dans la recherche et en ce qui concerne non pas seulement la recherche, mais aussi les financements. Est-ce qu'on peut peut-être commencer avec Fred? Je suis très content d'être ici et d'être inclus dans ce panneau sur un sujet très important. Euh, si tous les déficits de l'évidence et aussi de recherche sur la transformation du genre. Et je pense que la recherche dans ce domaine est en train encore de naître, est très nouveau en Afrique et surtout, comme vous avez dit, dans l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. J'aimerais résumer qu'est-ce qu'on considère la transformation sexospécifique en Afrique. Donc, euh, si je pense à tout ce que vous avez présenté, autant d'entre vous, vous êtes aussi, vous avez autant de connaissances, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un réseau de stages sur ce sujet, de connaisseurs? Euh, et aussi,
pourquoi pas intégrer un atelier sur les différentes approches pour la recherche et aussi la publication dans les journaux. Et puis, en troisième place, on a besoin de financement et aussi collaboration, plus de subventions pour ces initiatives. Et puis aussi des partenariats et sur réseau pour résolver ces problèmes et aussi après la dissémination pour un impact euh, très visible. Euh, donc on s'est rendu compte que il faut on a certains problèmes relationnés à la publication, mais j'aimerais qu'après cette recherche, cette recherche soit disséminée sur les acteurs de politique pour que les politiques puissent aussi être modifiées, améliorées. Et puis aussi l'implication des institutions et la politique euh, pour que le gouvernement aussi soit involucré euh, et qu'il y ait de la volonté politique pour effectuer ces changements et à base de cette recherche. Merci à tous, à toutes et à tous. Euh, Merci beaucoup. Je pense que votre liste a été très utile, très bref. Euh, Maintenant, Stella, qu'est-ce que vous pensez de ton... Bon, je veux pas répéter ce que faut pas dire, mais tout d'abord, il faut avoir une autre manière euh, de regarder la recherche que ça fait. Euh, il faut il faut avoir une appréciation d'une approche transactionnelle dans ce travail. Et ça implique le financement et aussi voir les différentes variables et les différents réseaux et l'intersection entre ces problèmes. Et, j'aimerais ajouter l'un des outils qui s'est développé par notre travail. C'est un outil qu'on va utiliser dans le monde académique et aussi dans le monde privé. Si on considère le financement de l'État, euh, oui, on voit qu'il y a des problèmes, mais est-ce qu'on a vraiment le financement, les subventions pour développer des interventions et comment est-ce qu'on trouve les ressources et que ces ressources soient nuancées et euh, appliquées de forme effective. Et troisième lieu, il faut aussi utiliser la connaissance des communautés indigènes. Euh, et comment est-ce qu'on peut utiliser et connecter notre connaissance comme chercheur à la connaissance locale indigène euh, qui est, et enfin aussi, j'aimerais aussi ajouter ce que Prof a dit, que ceci ne peut pas être la dernière fois que nous nous connectons. Est-il possible de se connecter au travail que vous êtes en train de travailler? Est-ce qu'on peut créer un réseau? Est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres et comme chercheurs et aussi partager nos meilleures idées et les différentes approches? Merci beaucoup. Merci Stella. Oui, je pense que c'est vraiment la vision que nous avons pour aussi considérer la recherche publiée et aussi non publiée. Il faut être conscient de la connaissance expérientielle qui n'est pas partagée au publié.
Et ça, c'est très important, comme vous avez noté. Euh, En ce qui concerne, comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être Chetali ou peut-être euh, sur le besoin du financement de longue durée et pour effectuer un changement de longue durée qui est très difficile à faire. Peut-être du côté de votre perspective sur le financement de longue durée. Comment pensez-vous comment peut-on aller en avant euh, de votre perspective? Bon, je peux commencer. Euh, je remercie à tous les chercheurs et tous les organisateurs et aussi à Friday qui est le fondateur d'un journal africain, du premier journal africain, et c'est une culmination de beaucoup de travail. Donc, pour répondre à votre question, peut-être simplement parler un peu du subvention. Euh, je pense vraiment il faut passer au-delà euh, il faut passer au-devant du modèle des projets individuels et penser plutôt au financement au niveau systématique. Parce que pour que la recherche puisse s'améliorer, il faut soutenir non seulement les recherches, les chercheurs individuels, mais sinon aussi il faut travailler au niveau plus à large, quoi. Et c'est plutôt sur les institutions, les acteurs, les travailleurs et les décideurs de la politique. Il y a autant de... Et aussi créer des réseaux pour les chercheurs qu'ils puissent apprendre les uns des autres. Et, il faut vraiment créer de l'évidence et voir, travailler il faut construire à la base déjà qui ça fait et apprendre du passé pour aller en avant. Et je pense que ce partenariat et ce webinaire est un testament des valeurs de la collaboration. Comme vous avez tous des objectifs en commun et pour nous, comme donateurs, il faut commencer à qui où financer, quoi financer, et considérer pourquoi est-ce qu'on finance cette recherche. C'est pour aller en avant et travailler tous ensemble et être stratégique et systématique dans notre approche. Je sais qu'il y a beaucoup à dire et on va parler de beaucoup plus après. Peut-être pouvez-vous donner quelques commentaires avant de passer à notre dernière question de votre euh, si on considère, on a parlé du financement, euh, une proportion du financement, c'est très petit, le financement de, de sortie de l'Afrique même. Comment peut-on encourager le financement par l'Afrique pour des projets sur le continent? Merci beaucoup, Yann. Je suis très content d'être là avec vous. Je suis très content de voir toute la recherche qui s'est fait. Je pense que vous avez raison. Il faut, je pense que l'institutionnalisation de ce travail est important et pourrait donner cette fondation systématique pour les donateurs aussi. Il faut travailler le côté institutionnel pour soutenir aussi notre travail avec l'Union africaine et aussi dans les Nations Unies. Peut-être
aussi l'évidence, si on peut le partager, les résultats avec les différentes institutions, parce que l'AAU est financée par euh, le reste du monde, mais si les institutions, les gouvernements africains reconnaissent la valeur de ces recherches, ils pourront commencer à financer ce travail. Mais puis, comment est-ce qu'on publie ce travail et met euh, directement avant les décideurs politiques? Et, euh, comment est-ce qu'on peut le exprimer de façon qui soit compréhensible pour les décideurs politiques? Et comment est-ce qu'on peut l'éclaircir et le montrer de façon claire pour comment euh, ce travail est pertinent aussi dans notre contexte africain? Merci, Faith. Peut-être vous pouvez aussi répondre à notre dernière question. Je sais, on n'a que 5 minutes encore. Avant de finir, peut-être en ce qui concerne les relations et renforcer les relations, euh, surtout dans notre contexte, euh, la solidarité est très importante. Comment peut-on renforcer ces relations et construire des relations fortes? Donc, pour le lier à mon point, les personnes ne vont croire avant qu'ils ne voient des résultats. Donc, si on sait que dans toute l'Afrique, tous les problématiques ne sont pas les mêmes, il y a diversité, mais si euh, on peut le contextualiser et montrer ce que je fais. euh, si on a un sujet comme celui-ci, on peut discuter avec les décideurs des politiques euh, et parler avec des partenaires qui ont une compréhension de la transformation du genre et, et entrer dans euh, euh, involucrer, impliquer tout le monde dans ces discussions sur ce travail et le public. Fred, est-ce que vous pouvez donner vos commentaires sur les mouvements sociaux? Donc, je suis d'accord, il faut avoir des partenariats un développement d'une vision partagée. C'est important de travailler tous ensemble et pour travailler ensemble aussi. Euh, il faut renforcer les capacités des travailleurs, des impliqués. Et il faut être inclusif et avoir une approche inclusive à la recherche euh, et, et aussi impliquer tous les key holders. Euh, il y a des frontières dans nos communautés. Donc, il faut aussi involucrer les membres des communautés, les leaders des communautés. Euh, il faut aussi changer les perceptions des chefs, des gestionnaires dans les communautés, les leaders des communautés. En ce qui concerne les femmes, il faut pousser aux femmes aussi à prendre euh, euh, des positions de- d'autorité pour aussi partager leur expérience. Et aussi, euh, la,
la responsabilité est très importante et aussi le financement. Il faut avoir un financement, un partenariat à longue durée et le soutien à longue durée pour assurer que ces organisations puissent continuer leur travail. Euh, je sais qu'on n'a qu'une 40 minutes encore, mais j'aimerais que nos dernières deux euh, euh, membres du panneau qui puissent répondre à la dernière question. J'aimerais dire, c'est que que les recherches soient publiées, c'est déjà une réussite. Et il faut continuer. Les choses ne se terminent pas toujours euh, tout à fait aussi rapidement, mais nous devons continuer à travailler de manière déterminée pour que pour que tout soit actualisé et que nous puissions continuer à travailler de manière transformative. Stella, je vous donne la parole aussi. Alors, Stella a pris les mots qui étaient dans ma bouche parce que j'allais dire exactement ce qu'elle a dit. Mais donc, m- m- merci Stella. Merci de me donner la parole. Je pense que continuer à pousser, à continuer à briser les silos et de s'assurer que tout vienne à se réaliser. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Faith. Et je crois que maintenant notre session de panel est clôturée. Et donc maintenant, je donne à nouveau la parole à Tania Jacobs, qui est une consultante sur la violence basée sur le genre. Merci à vous la parole, Tania. Merci beaucoup. C'était un moment incroyable que nous avons passé ensemble et aussi une façon excellente d'apprendre de toutes les recherches faites par les universitaires sur le continent. Et comme vous l'avez dit, le travail doit continuer à travailler. Nous devons avoir plus de conversations, passer plus de temps ensemble. Mais de la part de Duty for Africa et l'équipe du UNU, j'aimerais remercier les bailleurs de fonds, l'équipe, la, la, je vous remercie pour l'appel à l'action. J'aimerais vous demander de continuer à lire plus, d'avoir des conversations dans vos contextes professionnels. Merci beaucoup. Je vous souhaite que de bonnes choses. À bientôt. Et bon après-midi à tout le monde. Et gardons le contact. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.